Le 19 octobre 2018 a lieu le lancement d'une fusée Ariane 5 pour la mission Baby Colombo. Cette mission a pu voir le jour grâce à un partenariat entre l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et la JAXA, l'Agence spatiale japonaise. Le but est d'envoyer 3 orbiteurs autour de Mercure afin d'en savoir un peu plus sur la composition géologique du terrain, la température de surface et la topologie. En fait, la topographie, c'est en gros une représentation, on va dire, un peu visuelle des reliefs à distance. Les deux agences spatiales prévoient en effet une mise en orbite en 2025 et les deux acteurs prévoient également de commencer et débuter les opérations en 2026. Mais s'il faut autant de temps pour rejoindre Mercure, c'est parce que il y a un petit problème au niveau du mode de propulsion. Parce qu'en effet, le mode de propulsion est certes très économique, on parle là d'un moteur qui utilise du xénon qui peut être utilisé extrêmement longtemps, sauf qu'en termes de rendement, ouais, bof. Donc, vous l'avez compris, c'est extrêmement lent. Et du coup, en attendant que la mission se passe jusqu'en 2025, jetons un petit coup d'œil à la planète. Bon, ceci dit, intro. À ses débuts, Mercure a été le sujet de pas mal de personnes. La première civilisation à avoir vu et localisé la planète dans le ciel, c'est les Sumériens, le peuple qui vivait en Mésopotamie, dans l'actuel Irak, au 3e millénaire avant notre ère. Cependant, ce sont les premiers à l'avoir vu, mais ce ne sont pas les premiers à l'avoir détaillé dans son ensemble. Mais les plus curieux sont en effet les Babyloniens, qui ont pu voir les détails de l'ensemble de la planète Mercure, et ce sont également les premiers à avoir nommé Mercure par un nom. Si vous voulez, les Babyloniens ne sont pas allés chercher très loin pour nommer la planète. Ils l'ont nommé Nabu, en référence au dieu du savoir dans la mythologie mésopotamienne. D'ailleurs, et pour la suite de ces événements, je ne vais pas insister plus sur la suite qui va se passer pendant l'Antiquité, parce qu'en effet, il y aura énormément d'observations. Trop d'observations. Ce qui fait que grosso modo, il y aura tas de références qui vont apparaître, et ça va être tellement, et même beaucoup trop, que ce serait impossible de tout détailler. Sachant qu'il y a encore les observations faites par les Chinois et encore par les Grecs. Donc il y a encore d'autres noms qui vont apparaître et ça va être infernal. Bon, maintenant on va avancer jusqu'au temps de Galilée. Au XVIe siècle, Galilée fait ses premières observations de Mercure à l'aide d'un télescope. Parce que oui, au début, lorsque les Sumériens ont localisé et vu la planète, jusqu'à ce que les Babyloniens finissent par la voir et finissent par la détailler et ce soient les premiers à la nommer, puis ensuite après les Chinois, les Grecs, etc. Et en fait, ils faisaient tout ça à l'œil nu, c'est-à-dire qu'ils regardaient le ciel, ils observaient et ils dessinaient. Alors que là, franchement, c'est ultra galère, hein, ne serait-ce que pour détailler juste, ne serait-ce et de voir un mini cratère de rien du tout, c'est pas évident. Grâce à ces observations, Galilée a pu en effet affirmer des tas de croyances qui avaient été faites par les Sumériens, les Babyloniens et les Grecs et les Chinois, et ça a permis d'en exclure d'autres qui, elles, étaient un peu floues et un peu étranges. Mais le problème, c'est que malgré toutes ces observations qui ont pu apporter de bonnes idées et en exclure d'autres, c'est qu'il n'a pas pu observer les phases de Mercure. Parce qu'encore une fois, Mercure a des phases, tout comme la Lune et Vénus. Et avec les observations, il en a vachement chié, Galilée. Et malheureusement, il a pu faire tout ce qu'il veut, mais bon, il n'a pas pu observer les phases. Donc il a fallu encore attendre un petit peu. Et bien sûr, comme pour la Lune, les phases vont être très différentes en fonction de où est-ce que l'astre va être placé sur son orbite. En 1631, un astronome français, Pierre Cassandi, effectue les premières observations d'une transit d'une planète. Un transit, si vous voulez, c'est quand un objet passe devant le Soleil. Alors, je vous vois déjà venir que vous allez dire que c'est une éclipse, mais c'est bien différent. Un transit, c'est quand un objet
est volumineux pour qu'on puisse le voir et qu'il passe devant le soleil. Donc dès qu'il va passer, on va le voir. Et il faut pas qu'il soit trop petit et minuscule pour qu'on puisse pas le voir et qu'au final il apparaisse comme un grain de sable devant le soleil. Mais il faut pas qu'il soit non plus trop gros parce que sinon ça ferait une éclipse. Bref, je pense que vous l'avez deviné, c'est Gassendi qui va effectuer et regarder et observer le transit de Mercure. Et c'est seulement 8 ans après, en 1639, qu'un astronome italien finit par découvrir les phases de Mercure. Au final, il va rapporter plein de détails qui vont être très intéressants. Le premier détail, c'est que les phases sont identiques à celles de la Lune, mais en plus, les phases étaient identiques pour Vénus. Ce qui va finir par prouver que ce n'est pas la Terre qui est au centre de tout l'univers ou du système solaire, mais c'est bien le Soleil qui est au centre du système solaire. Et qu'après, il y a Mercure qui tourne autour, et Vénus après, et la Terre bien sûr. Donc maintenant, fini les croyances du pape et toutes ces vieilles histoires qui disaient que c'était la Terre qui était au milieu de tout et que en fait il y avait ensuite après il y avait la Lune, etc. et qu'en fait on était littéralement au centre de tout, mais en fait non. Et en plus d'ailleurs l'univers n'a même pas de centre. Bref, on va avancer jusqu'en 1974-75, au moment de la mission Mariner 10. À cette époque, la sonde passe devant Mercure, et ainsi elle va prendre des clichés de haute résolution, ce qui va permettre d'améliorer les recherches et d'approfondir les idées pour les reliefs. Et ça va permettre aussi également de mieux cartographier Mercure. Et à ce stade-là, eh ben les gars ils se sont dit, il n'y a pas une petite ressemblance avec la Lune? Alors bon, avec une ressemblance avec la Lune, il y a déjà plusieurs choses qui peuvent montrer qu'il y a une légère différence entre Mercure et la Lune. Parce qu'entre nous, Mercure est beaucoup plus grosse que la Lune. Donc on pourrait penser qu'en fait, Mercure n'est qu'une simple copie de la Lune et qu'elle est juste un peu plus grosse. Mais c'est un poil plus compliqué que ça. Bon, déjà, l'une des choses qu'on peut remarquer, c'est que, bon, Mercure et la Lune ont des cratères partout. Mais si vous regardez attentivement la Lune, vous verrez de grosses taches grises qui recouvrent le quart de la Lune quasiment. Mais d'où elles viennent-elles? Ces grosses taches grises proviennent en effet d'une époque de laquelle le système solaire était encore en formation. Mais à cette époque, il restait encore de fines particules ou encore des gros cailloux qui traînaient encore dans le système solaire. Et ce qui fait que, ils ont fini par se faire choper par l'attraction gravitationnelle des différentes planètes et ont fini par s'écraser sur la Lune. Et cette époque-là, on l'appelle le bombardement retardif. Or, sur Mercure, ce genre de grosses taches grises, il n'y en a pas. Ce que Mercure n'a pas, c'est également le verrouillage gravitationnel. Je m'explique. Grosso modo, si la Lune ne tournait pas sur elle-même, elle nous montrerait plusieurs faces. Ça, on est tous à peu près d'accord. Or, ce n'est pas le cas, car en effet, la Lune tourne bien sur elle-même. Sauf qu'elle tourne à une vitesse qui est équivalente au nombre de jours qu'elle prend pour faire une révolution autour de la Terre, soit 27 jours. Donc grosso modo, elle tourne sur elle-même en 27 jours, et elle tourne autour de la Terre en 27 jours. Par la suite, les astronomes vont continuer à observer la planète, mais ils ne vont pas que faire ça. En gros, grosso modo, ils vont faire des tas d'autres choses. Ils vont la cartographier avec des dessins, puis après, comme j'ai dit, avec les photos de haute résolution avec Mariner 10, et ensuite après, ils vont faire des tas de choses, notamment estimer par exemple la température surface, et calculer, etc. Bref, l'analyser de tous les coins. Et c'est plus tard en effet que durant les années de guerre froide, les États-Unis vont en effet envoyer plusieurs sondes, notamment comme Mariner 10, mais plus tard aussi également la sonde Messenger, et pour finir avec la mission la plus récente, la mission Baby Colombo. Maintenant passons à la partie description de la planète. En partant du Soleil, Mercure est la première planète du système solaire. Mais ce n'est pas la plus chaude. Parce qu'en effet, si je vous dis que c'était Vénus la plus chaude, à ce stade-là, vous ne me croirez pas. Mais j'ai des preuves. De nouveau, il faudra remonter jusque dans les années de la formation du système solaire. Même un peu plus tard, jusqu'au moment où il y a les planètes qui se sont stabilisées, et je crois que c'est juste après le bombardement retardif. À ce stade-là, il y avait Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et à ce stade-là, il y avait deux planètes qui se ressemblaient énormément au niveau de la composition de l'atmosphère. La Terre et Vénus. Si vous voulez, dans l'atmosphère des deux planètes, qu'on appelle également les deux planètes jumelles, il y avait de l'azote, du dioxyde de carbone
et d'eau sous forme de vapeur. Heureusement sur Terre, vu qu'elle est assez éloignée du Soleil et donc elle se trouve dans la zone habitable, et l'eau qui était sous forme de vapeur a pu arriver sur Terre, se concentrer et former des océans. Mais c'est sans compter sur le carbone qui a fini par s'accumuler dans les océans et provoquer ce qu'on appelle l'effet de serre. Quant à l'azote, elle va devenir en effet un des éléments qui va composer ce qu'on respire, donc l'air. Or sur Vénus, elle n'est pas dans la zone habitable, ce qui fait que l'eau ne peut pas se conditionner sur Terre et devenir de l'eau liquide, mais elle reste sous forme de vapeur, ce qui fait que le carbone qui est dans l'atmosphère va rester dans l'atmosphère, et il y a même du carbone en plus qui va s'accumuler dans l'atmosphère, ce qui fait qu'on va arriver à des températures qui vont monter jusqu'à 450 degrés. Cependant, sur Mercure, la température maximale est de 427 degrés. Ce que veut dire, c'est que Vénus est le double de Mercure. C'est quand même vachement pas mal. Bon, encore avec ces histoires de température, je vais revenir après avec Mercure. Ensuite, passons aux distances qui séparent de Mercure au Soleil. On reviendra à ça après. Grosso modo, la distance est de 0,37 à 0,47 unités astronomiques. En gros, les unités d'astronomique, c'est en gros une mesure pour l'espace. Parce que essayer de mesurer, par exemple, la distance de deux galaxies avec des kilomètres, autant dire que ça va faire un chiffre monstrueux. Et écrire ça, c'est pas super. Donc, ils ont finalement par créé une nouvelle unité, l'unité astronomique, que je vous expliquerai pas parce que même moi, j'y comprends rien. Bon, maintenant, on va enchaîner quelque chose qui sera un tout petit peu plus compliqué. On va parler de la superficie. Bon, grosso modo, les superficies, je vous les mets en dessous, là, juste en dessous. Donc, vous verrez, hein, faites le calcul vous-même, ça fera, comme pour tout à l'heure, ça fera des chiffres monstrueux. Donc, autant dire que je comprends maintenant pourquoi sur Wikipédia, on met ce genre de calcul. La masse totale de Mercure est de 3301 x 10 puissance 23 kg. Ensuite, maintenant, passons aux températures. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la température maximum de Mercure est de 427 degrés. Mais ça, c'est la température maximum, car en effet, il y a la température moyenne qui est de 167 degrés. Et quand il fait nuit, c'est de moins 187 degrés. Ce qui fait que c'est quand même vachement froid. Ça veut dire que grosso modo, quand il fera nuit, il fera moins 187 degrés. Et quand la planète va faire un jour, à un moment donné, quand il fera jour, il y aura le soleil qui va apparaître, ça va réchauffer la planète, et ça va monter jusqu'à 167 degrés, pour finalement monter jusqu'à sa température maximum de 427 degrés. Ça, c'est quand c'est pas vraiment constant, donc ça, c'est... ouais. Mais par contre, parfois, ça peut arriver que sa température peut rester constante. Et il y a un seul endroit, ou même plusieurs endroits, où ça peut être constante. Ce sont les cratères polaires. Car en effet, dans le cas des cratères polaires, qui genre vraiment ils seront au pôle Nord, les rayons lumineux ne passent pas dans le cratère. Ce qui fait que pendant 365 jours terrestres pour nous, sur Mercure, pour 87, je sais plus combien de jours, il fera entièrement nuit. Et du coup, s'il est dans ces cratères, il fait constamment moins 187 degrés. Et il y a aussi également de la glace. Alors, ce n'est pas de la glace comme on a chez nous, comme nos glaçons, etc. Mais c'est de la glace qui est mélangée avec d'autres substances que moi je ne connais pas et que on n'a pas découvert. Mais n'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, et tout ce qui a une vie a une fin.